Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes branchés ou plutôt du lieu, parce que bon, il y a quand même des décalages horaires, quand il est ceci à Kinshasa, il est cela en Amérique ou à tel autre endroit. En tout cas, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à s'appelle Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité de notre pays ou même dans le monde sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme, et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand nous commençons cette émission, nous avons l'habitude de dire que le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Il s'agit ici d'un magazine d'opinion. C'est l'opinion de M. Claude Perrault-Louara qui est partagée ici parce que nous sommes en démocratie et en démocratie, chacun de nous peut avoir une opinion sur la marche de son pays, sur une ou une autre question d'actualité ou n'importe quelle question. C'est ça la démocratie. Je dis toujours, la démocratie a des piliers et parmi ces piliers, parmi les piliers importants de la démocratie, il y a entre autres la liberté d'expression, la liberté d'opinion, les libertés publiques, les libertés collectives et individuelles, la possibilité de pouvoir s'exprimer, des manifestations. Quand vous êtes dans un pays où vous vivez effectivement ces éléments, vous vous rendez effectivement compte qu'on peut épiloguer et dire qu'on est dans une situation de démocratie. Mais vous et moi, vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, on ne peut pas formellement dire que le Congo est un pays de démocratie, non, parce que nous avons connu des problèmes, nous avons amorcé un processus, c'est vrai, un peu tortueux, mais qui nous a quand même donné un semblant de démocratie avec des élections et surtout avec une première alternance. Beaucoup, comme moi-même, ont cru en cette alternance et surtout qu'un parti historique qui portait nos espoirs sur ses épaules, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti de Etienne Tshisekedi Lumumba d'heureuse mémoire, qui a combattu, qui s'est battu dans la rue pour justement la démocratie. Quand l'UDPS est arrivé au pouvoir, nous avons beaucoup cru, nous l'avons soutenu, mais fort malheureusement aujourd'hui on se rend compte que le régime de l'UDPS est en train de décevoir et les champs de l'expression démocratique, les libertés d'opinion, de manifester sont de plus en plus réduites. Et ça fait extrêmement mal. Je l'ai dit la dernière fois ici, j'étais scandalisé, moi, de voir une manifestation publique organisée, je crois, par la Mouka, où on a tiré des gaz lacrymogènes, on parle des morts, on voit la police brutaliser les gens. J'ai eu des larmes aux yeux. Quand je sais que c'est l'UDPS qui est au pouvoir, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut consacrer l'essentiel de sa vie à se battre pour qu'une fois qu'on arrive au pouvoir, ce genre de choses ne se reproduisent pas, mais quand on est au pouvoir, on est en train de reproduire les choses qu'on a décriées, qu'on a condamnées. J'étais très profondément choqué et malheureux, mais bon, c'est effectivement comme ça que les choses sont. Donc, je suis heureux de vous retrouver encore ce soir. Vous savez que depuis un temps, après un long moment de silence, on s'est battu comme des grands messieurs, comme des grands garçons, pour finalement vous retrouver. On n'a pas encore véritablement notre vitesse de croisière, parce que techniquement, on travaille encore pour assurer notamment l'émission que vous aimez, qu'entre nous soit dit, où nous avons des intervenants, des personnes qui font l'actualité, que nous invitons soit sur le plateau, soit en ligne. Là, on a encore quelques petites difficultés, on y travaille. J'espère que mes équipes sont à pied d'œuvre. Mr. Johnson, I think that you are working about this. Il est en train de travailler là-dessus très sérieusement. Je crois que Toko, la semaine prochaine, on va
on va trouver la solution. Et puis un autre problème auquel on a fait face ces 2 jours ici, vous avez remarqué que l'émission Allo CEPEL, pour vous qui avez déjà pris goût avec cette émission-là, n'est pas passée. On a également eu quelques petits soucis de liaison. Mes équipes sont en train de travailler là-dessus. J'espère que la semaine prochaine ou les jours qui vont venir, vous aurez vos émissions et on va prendre une vitesse de croisière, on va décoller avec vous. Je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos messages de soutien. Je tiens à vous remercier pour vos messages d'encouragement. Je réitère mes demandes, j'en ai que 2 pour le bien du travail que nous faisons. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement, dites à vos amis, à vos proches. Je sais que vous nous regardez parfois en famille, parfois entre collègues, entre amis. Demandez à vos proches, à vos membres des familles de pouvoir s'abonner s'ils veulent s'informer utilement. Et puis deuxième chose, ayez l'habitude, quand vous entrez, que vous avez vu notre vidéo, ayez l'habitude d'aimer. Parce qu'en réalité, les gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité peuvent entreprendre certaines actions de sabotage. Et les j'aime, les likes que vous faites, peuvent être une sorte de parade contre les actions de sabotage ou les actions attentatoires au bon fonctionnement de cette chaîne. Nous avons donc besoin que vous puissiez aimer. D'ailleurs, avant que je puisse continuer, allez liker la vidéo, partagez énormément cette vidéo. Ça nous permet effectivement de nous mettre à l'abri de certaines méchancetés. Merci à notre partenaire de tous les temps, de tous les jours, notre partenaire très très privilégié, la boutique La Londoloise. J'ai parlé avec elle avant de monter sur ce plateau parce que je voulais un peu avoir une idée depuis qu'on a repris la température de ces business. Il m'a dit, Perrault, tu as vraiment des téléspectateurs qui t'aiment parce qu'en 2 jours, j'ai repris à recevoir des commandes des téléspectateurs des CPL, des États-Unis, de Belgique, de France et même de Kinshasa et du Congo. Je voulais vraiment vous dire très sincèrement merci. Dans la situation dans laquelle nous sommes, nous avons besoin des partenariats. Et la boutique La Londoloise, malgré les difficultés, les vicissitudes, elle a continué à nous faire confiance. Elle a été parfois contactée pour rompre le lien des partenariats que nous avons avec elle. Mais cette boutique-là est quand même restée à nos côtés et elle continue à être là. Si vous aimez CPL Télévision, les amis, allez acheter chez elle. D'ailleurs, ce n'est pas une supplication. Parce qu'en réalité, elle vend des produits de très très bonne qualité. Vous avez besoin d'une veste, d'une chemise, d'un cinglet, d'une chaussure, d'une ceinture, tout ce qui concerne l'habillement homme. Regardez le numéro de la boutique qui s'affichait pendant la publicité qu'on a diffusée. Appelez Judith Londolé Betoko, Betokos, Moulati Siki Toko, Bilamba qui Toko, Yemoro qui Toko. Commandez vos habits parce que l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Donc, et nous, on a les feedbacks justement, parce que vous appelez, parce que vous achetez. En retour, ça nous permet aussi de continuer les partenariats et ça fait vivre la maison. Donc, c'est important. Si vous nous aimez, n'oubliez pas, faites un tour au niveau de la boutique La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé Betoko. En passant, la chemise que je mise aujourd'hui, c'est encore la boutique La Londoloise qui nous habille. Si elle vous plaît, appelez Judith Londolé Betoko, dites-lui que vous avez vu une chemise avec M. Perrault Loira et vous voulez la commander. Voilà ce que j'avais donc à dire aujourd'hui sur le partenariat. Les amis, aujourd'hui je viens pour qu'on parle d'un problème. Je viens vraiment pour qu'on discute un peu, pour qu'on puisse un peu épiloguer autour d'un conflit qui au départ était latent, mais qui commence de plus en plus à prendre corps au sein de l'Union sacrée. C'est des conflits qui naît de la sortie de la prison de M. Vital Kamerhe, de l'acquittement. Vous savez que Kamerhe était out. Beaucoup de ses détracteurs, ou même certains de ses prétendants ou de ses adversaires avaient estimé que l'homme était définitivement mis KO. Et Kamerhe est rentré. Il faut qu'on lui trouve maintenant un positionnement dans le jeu politique actuel. Et on assiste à une sorte de comment il faut que j'appelle ça? Moi, tout en a moi, problème, et ça commence à créer un peu de problème. Moi, je vais épiloguer autour de ça. Je vais me projeter sur ce que peut être politiquement Vital Kamerhe, les petits soucis qui commencent à naître de plus en plus depuis qu'il est sorti de la prison. Et je donnerai mon point de vue sur ça, en parlant de ce que le pays peut attendre de cette affaire de l'Union sacrée. Et à la fin, comme d'habitude, je vais ouvrir mon téléphone
mais pas pendant le plateau, parce qu'il y a des cris infos. Ce n'est pas une émission à téléphone ouvert. L'émission à téléphone ouvert, c'est Allo CPL. Vous aurez, vous aussi, la possibilité, si la technique nous permettait, de nous retrouver avec Allo CPL pour poser vos questions et tout et tout. Mais avant tout, les amis, laissez-moi, comme d'habitude, réserver les premières minutes de cette émission à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un engagement très, très solennel que je prie avec vous. Je vous avais dit, les amis, il faut que partout où vous êtes, que vous soyez en France, en Belgique, en Australie, j'ai reçu un coup de fil de Malaisie, d'un Congolais qui me regardait à partir de Malaisie. Ça m'a fait énormément chaud au cœur. Je me suis dit, oui. Sosope Mbazanga Mbogate, Congolais partout. Pas que le Congolais. Hier, j'ai reçu un coup de fil d'un compatriote, d'un frère du Congo-Brazzaville, qui nous regardait à partir de Paris. Il m'a appelé pour exprimer aussi sa joie. Il dit qu'il est content de me retrouver. J'ai aussi reçu des appels de nos frères africains, notamment les Ivoiriens et les Béninois. Beaucoup m'ont aussi appelé. Ça me fait chaud au cœur. C'est d'ailleurs eux qui me disent non, mais de temps en temps, aux Zolobalinga, là, nous, on a aussi envie de comprendre un peu la politique de votre pays. Les Lingala, on ne comprend pas. Non, mais attends, Lingala, je l'ai réservé à l'OCPL, mais ici, souvent, je reste en français. Et je vous avais dit, les amis, que partout où vous êtes, n'oubliez pas que nous avons, nous tous, un seul bien en commun, un héritage commun que nous avons reçu de nos parents et de nos aïeux. Nous avons la responsabilité de travailler, de les fructifier pour que nous puissions le céder mieux que ce que nous avons reçu de nos parents. Et cet héritage s'appelle République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. J'en ai marre, les amis, je vais vous dire vraiment la vérité. Qu'on se réveille chaque jour avec les sons des sirènes, des morts, avec les sons qui coulent. Et ça fait plus de 2 décennies que l'Est de la République démocratique du Congo connaît des situations terribles. Moi, j'avais dit, il faut que nous puissions unir nos efforts, que chacun de nous, en ce qui les concerne, se pose la question de ce qu'il peut faire pour son pays. Moi, je suis journaliste. Mon travail, c'est la caméra, mon travail, c'est le micro. J'amène mon micro, j'amène ma caméra et je parle pour ce pays. Si une personne, si 2, si 3 personnes, 4 peuvent entendre ma voix, j'aurais fait mon travail. Les amis, ça brûle dans l'Est de notre pays. Les décisions compliquées, alambiquées que les autorités qui dirigent le pays prennent, compliquent encore un peu plus, davantage le pays. Je vous ai dit, actuellement, mon inquiétude, c'est de voir qu'à un moment donné, on aura une sorte de mosaïque des armées étrangères dans l'Est de la République, et ceci n'aura que comme conséquence de corser encore davantage une situation beaucoup plus catastrophique. Regardez, les amis, les autorités du pays ont pris des décisions. Ils ont ouvert nos frontières sans beaucoup de réflexion pour que l'armée ougandaise rentre avec l'opération contre les ADF. Mais curieusement, vous pouvez vous en rendre compte, d'ailleurs le baromètre sur l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo le démontre, au lieu que le taux et le nombre des massacres diminuent depuis que les Ougandais sont là, il est clairement établi dans les derniers rapports des baromètres sécuritaires de l'Est de la République que nous assistons à une sorte d'explosion de l'insécurité et des massacres. Alors que non seulement que nous étions pendant l'état des sièges, qui pose aussi problème. Parce que quand vous lisez le rapport de la commission des défenses de l'Assemblée nationale, vous allez vraiment vous rendre compte que cette affaire de l'état des sièges a été lancée de manière irréfléchie. Et elle n'apporte pas de solutions adéquates. Les gouverneurs militaires qui ont été mis là-bas, avec l'objectif de donner un coup de pouce pour le rétablissement de la sécurité, aujourd'hui, ce sont des affairistes. Ce sont des affairistes. Et j'ai lu que le chef d'état-major général des FARDC a même décidé de ravir les responsabilités, notamment dans la conduite des opérations militaires, au général qui est gouverneur là-bas. La note, elle est claire. Le général-gouverneur, lui, il n'est plus là que pour gérer l'administration et la politique de la province. Si lui qui est général, qui a été nommé dans une période d'exception, notamment l'état des sièges, mais non, on les dépouille de la capacité de la conduite des affaires militaires, il ne gère là que l'administration et la politique, mais il faut arrêter l'état des sièges. Parce que le gouverneur,
qui était là. C'était ça son travail. Vous avez dit non, on enlève le gouvernement pour mettre les militaires. Mais les militaires sont là. Ce sont des grands affairistes aujourd'hui. Ils sont là aujourd'hui pour du pognon. Et l'état des sièges était un échec patent. Si quelqu'un vient vous raconter le contraire, c'est tout simplement du mensonge. Ils ne peuvent pas vous établir la liste correcte et vous dire aujourd'hui que l'état des sièges a apporté des fruits. Et pendant l'état des sièges, on a ouvert nos frontières pour que l'armée ougandaise y entre. Non seulement ça, je vous l'ai dit, peut-être que vous ne le savez pas, dans le sud Kivu, notamment dans le haut plateau des Minembwe, nous avons autorisé à l'armée burundaise qui campe dans notre sol et attaque les rebelles Roué de Tabara, qui sont des rebelles burundais. Et vers Bunagana, dans le territoire des Rutshuru, vous avez le Rwanda qui utilise le M23 et qui sont là. Mais on ne s'arrête toujours pas là. On est allé signer des accords pour faire adhérer le pays dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Et on a signé des accords pour que les armées de nos frères africains de l'Est viennent. Mais nous aurons quoi à l'intérieur de cette affaire? On aura quoi? Donc la situation, je vous dis la vérité, pour moi, je suis assez dubitatif sur la capacité de ceux qui dirigent la République aujourd'hui de pouvoir résoudre ces problèmes-là. J'ai comme l'impression qu'eux-mêmes, ils sont dépassés par les événements. Les décisions prises de manière en tâtonnant nous posent énormément de problèmes aujourd'hui. Nous posent énormément de problèmes aujourd'hui. Personne ne peut vous dire combien des Ougandais sont chez nous, alors qu'ils sont rentrés officiellement, quelle est la zone d'action et quand est-ce qu'ils vont quitter la République. Et on ne s'arrête pas là, on va nous ramener encore les armées des pays de l'Afrique de l'Est. Ça va être absolument compliqué. Je prie que Dieu nous fasse grâce. Mais la responsabilité des Congolais, c'est d'exiger aussi des choses à nos autorités. Parce que là, on est dans une situation où ceux qui prennent des décisions au nom de notre pays et à notre nom, à nous tous, les font visiblement sans trop de réflexion. Et les décisions qu'ils sont en train de prendre sont des natures à nous insécurité et à nous mettre nous tous en danger. La preuve, elle est là. Le M23 vaincu depuis 2013 ressurgit, prend les places, nous allons en Angola, nous signons, le lendemain, le M23 prend d'autres localités. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Nous devons, nous, Congolais, regarder en face, nous dire qu'est-ce que nous sommes censés faire et chacun, à ce qui les concerne, apporter sa pierre de contribution pour l'évolution de la situation. Nos compatriotes de l'Est, je tiens à vous exprimer mon soutien et ma solidarité. Je suis de cœur avec vous. Je tiens vraiment à vous exprimer tout mon soutien, ma compassion. On sait que chez nous, on dit, on reconnaît les vrais amis pendant les moments de difficulté. On est de cœur avec vous, nous prions chaque jour pour vous et nous pensons que le soleil finira toujours par apparaître. Voilà, voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République. Et laissez-moi et permettez-moi d'en venir à mon sujet. Les amis, je voulais aujourd'hui épiloguer un peu sur Vital Kamerhe et sur le fonctionnement de l'Union sacrée. Pourquoi je parle de Vital Kamerhe? Parce que je l'ai dit au départ, la sortie de M. Kamerhe de la prison a quelquefois, quelque peu, bouleversé les calculs et les acteurs en présence se sentent parfois menacés pour certains et d'autres rassurés. J'ai parlé de Vital Kamerhe, je vous ai expliqué que j'étais très choqué de son interview au sortir de l'audience avec M. Tshisekedi. Je trouvais que ce triomphalisme-là n'avait pas sa place. M. Kamerhe, avec M. Tshisekedi, nous ont offert un spectacle très désastreux. Le projet 100 jours, pour moi, je regarde la caméra, c'est une vaste escroquerie, une très vaste escroquerie. Ils ont dilapidé 500 millions de dollars américains et ils ont fait une sorte de théâtralisation judiciaire en parlant de ce procès des 100 jours où Kamerhe est condamné à première instance, recondamné, et puis on les libère au niveau de la Cour de cassation. Ça, c'est une théâtralisation vraiment de la justice. Moi, je n'aurais pas voulu lire dans les chefs de M. Kamerhe un certain triomphalisme. J'aurais voulu qu'il sorte un peu la tête baissée, mais quand je regardais sa sortie d'audience chez M. Tshisekedi et la tenue devant les caméras, les propos tenus,
Je me suis dit, ça c'est du triomphalisme. Et je l'ai réprimandé, j'ai dit non. Et j'ai été également choqué quand j'ai appris que M. Kamere nous disait que le projet 100 jours est une réussite. Je regarde la caméra, je mets quiconque à défier, je suis prêt à en débattre avec tout le monde. Le projet 100 jours n'a pas été une réussite, c'était un échec patent. Le projet 100 jours est une escroquerie organisée au sommet de l'État. Plus de 500 millions de dollars américains touchés parfois dans les réserves d'échange ont été dilapidés. Les gens se sont distribués de l'argent comme des cacahuètes. Et moi, je suis encore dubitatif quand on m'évoque l'affaire des 145 territoires. Ils ont dilapidé, détourné 500 millions de dollars. Maintenant, ils mettent en place un autre projet qu'ils appellent 145 territoires qui va coûter plus d'1 milliard. C'est comme si on se sert au début du mandat avec l'opération 100 jours. Maintenant qu'on est vers la fin du mandat, on s'est dit, bon, toliaki ne bandeli, tolié na souka quoi. Olie ne bandeli, olie na souka. Kanga journée, un tas, match sili. Non, non. Même cette histoire des 145 territoires, quand vous regardez les ficellements, moi je suis dubitatif, ça ne réussira pas. Il y aura encore une autre escroquerie, une autre gabégie. C'est encore un autre trou qu'on est en train de creuser pour piller les caisses de l'État. Cette vaste aventure de ce qu'ils appellent 145 territoires. Ça, je parlais de M. Vital Kamerhe. Maintenant que Kamerhe est sorti, quel est le rôle que M. Kamerhe doit effectivement jouer? Les questions se posent autour de ça. Et il y a déjà des couacs, avec notamment M. Bahati Lukwebo. Parce qu'en réalité, je regardais une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on voyait les jeunes gens en train de s'en prendre à M. Bahati Lukwebo en disant qu'ils ont été recrutés par Bahati Lukwebo, président du Sénat à la Chambre haute du Parlement, qui aurait recruté ces jeunes gens-là et qui les aurait envoyés aller manifester contre Vital Kamerhe et au retour, on ne leur a pas donné l'argent. Vrai ou faux, je n'épilogue pas autour de ça. Donc ça, c'est la preuve qu'il existe déjà un conflit entre deux ténors de l'Union sacrée, d'un côté M. Vital Kamerhe et de l'autre M. Bahati Lukwebo. Vital Kamerhe est condamné, M. Tshisekedi nous dit que Vital Kamerhe est un homme honnête qui a encore un grand rôle politique à jouer dans le pays. Là, j'en ai déjà parlé, pour moi c'était une bourde. Vous savez que M. Tshisekedi, c'est les magistrats suprêmes. Les décisions judiciaires sont rendues au nom du peuple et exécutées au nom du président de la République. Vital Kamerhe, au moment où M. Tshisekedi l'appelait M. Honnête, avait sur ses épaules une condamnation judiciaire. Et l'exécution de cette condamnation-là se faisait au nom de M. Tshisekedi, que lui, au nom duquel Kamerhe était en train de purger sa peine, parce que l'exécution s'est faite à son nom, qu'ils viennent pour dire que c'est un homme honnête alors que la justice l'avait déclaré détourneur et voleur, j'avais trouvé ça quand même des ratés. Mais évidemment, le régime nous montre que les ratés, ça fait partie de sa vie, il y en a beaucoup. Maintenant, Kamerhe sort de la prison. M. Tshisekedi avait dit que Kamerhe a encore beaucoup de rôles, encore un rôle important à jouer. Politiquement, la sortie de Kamerhe est devenue une sorte de nécessité pour le pouvoir, parce que les enjeux politiques actuels démontrent à suffisance qu'autour de M. Tshisekedi, il se pose un problème. Il se pose un problème d'alliance et un problème d'individu pour pouvoir manager ces alliances-là. Le régime part, avant son élection à Genève, on signe les accords avec Martin Fayoulou, qui est candidat commun de l'opposition. Le lendemain, Vital Kamerhe et Martin Fayoulou se retirent. Ils disent non, le problème c'est Martin Fayoulou parce qu'il a triché. Ils reviennent au pays, ils vont négocier les pouvoirs avec Kabila à Kingakati. Kabila cède le pouvoir et les élections. Bon, on ne va pas discuter de ça. Tshisekedi a été déclaré candidat, il a été déclaré président par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Ok, Tshisekedi est élu président de la République. Il a des accords avec Kabila. Il nous dit que Kabila lui pose problème. Kabila est en train de les bloquer. Il faut se séparer de Kabila. Bien avant de se séparer de Kabila, dans sa marche avec M. Kamerhe, on a vu qu'une machine de diabolisation a été mise en place pour dire que Kamerhe c'est le problème, Kamerhe c'est le problème. La plupart des parlementaires debout se sont levés contre M. Vital Kamerhe. Et Tshisekedi va s'organiser pour écarter Kamerhe. Il reste avec Kabila. Kabila le problème, Kabila le problème, Kabila le problème, iront avec Kabila.
Pour rompre avec Kabila, il obtient un soutien d'État qui s'appelle Moïse Katumbi. Katumbi vient pour lui donner des béquilles. Je l'ai dit toujours, et je lance un défi à qui veut débattre avec moi. Les consultations que M. Tshisekedi a lancées après son discours des 6 jours, quand il disait que je me suis fait humilier, que malgré les efforts que j'ai faits, tout ça, ça ne marchait pas, et qu'il lançait des consultations. Si Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba n'étaient pas venus à ces consultations-là, ça allait être une sorte de flop. C'est Katumbi et Bemba qui ont crédibilisé cette affaire, qui ont donné du poids. Donc ils sont venus donner des béquilles à M. Tshisekedi pour que Tshisekedi se sépare des Kabila. Mais il se sépare des Kabila, il réconfigure la majorité. Après la réconfiguration de la majorité, Katumbi devient un problème. Katumbi aujourd'hui devient un problème. Ils ont un rapport de poids pour asseoir le pouvoir frauduleux qu'ils ont obtenu, avec notamment François Béal, les sécurocrates, qui a articulé, qui a beaucoup travaillé pour l'attelage de ce pouvoir. Parce qu'il y a un conflit des palais avec des gens. Je parlerai de l'affaire Béat peut-être demain ou après-demain. On prend François Béat qu'on envoie en prison. Aujourd'hui, l'affaire devient tellement compliquée pour eux parce qu'ils l'ont mal monté. Même dans la nuisance, ils n'ont pas mis beaucoup d'intelligence. Ils vont prendre Kalouba, qui leur pond une ordonnance, plutôt un verdict à la Cour constitutionnelle politique, parce que la Cour constitutionnelle a donné autorisation au président de la République, ou plutôt à l'Assemblée nationale, de pouvoir réconfigurer une majorité en plein mandat. Ça n'existe nulle part. Ça, c'est une monstruosité juridique. Parce qu'aujourd'hui, dans votre Parlement, vous avez des gens qui ont été élus sur la liste PPRD. Certains sont dans la majorité, dans l'Union sacrée, et d'autres sont dans l'opposition. Nous avons tordu le cou à notre démocratie, au bon fonctionnement textuel de nos institutions. Et pour arriver à avoir une telle monstruosité, c'est la Cour constitutionnelle qui a autorisé. Après, parce que Kalouba a dit le droit dans l'affaire Matata, on a descendu Kalouba. Et Kalouba n'existe plus. Donc on se rend compte qu'en 4 ans, le pouvoir Tshisekedi n'a pas réussi à respecter certains de ses engagements pris avec ses alliés. Ce qui fait que, au soir de la fin de son mandat, au soir de son mandat, de son premier mandat, je ne sais pas s'il aura un deuxième, si vous voulez avoir mon point de vue, je ne souhaite vraiment pas que ce régime puisse avoir un autre mandat. Sincèrement, 5 ans de plus avec Tshisekedi, avec le régime de l'UDPS, ça va être la catastrophe pour mon pays. Il se rend compte qu'au soir de son premier mandat, et à l'heure où il faut préparer les élections, le terrain est vide. Parce qu'il faut aussi noter dans la liste des trahisons et dans la liste des départs, le départ de M. Jean-Marc Kabound. Là, s'il faut prendre. Lui, ce n'est pas un homme rationnel. Moi, je n'ai jamais cru en lui. Je les trouve un peu troubadours, un peu turbulents. Je l'ai dit parfois sur les réseaux sociaux. Mais c'était quand même un soldat qui était sur le terrain avec le troupe. C'était lui qui était l'image de ce combat sur le terrain de l'Union sacrée pour la réconfiguration de la majorité. Et aujourd'hui, on s'en est séparé de la manière dont on s'est séparé. Donc, Tshisekedi s'est rendu compte qu'à l'approche des grands enjeux, à l'approche des grands combats, le terrain est vide. Il n'a plus d'alliés qui sont en face de lui. Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi, Tchapoué, même s'il faut encore semblant d'être ensemble, tout le monde sait qu'ils ne sont plus ensemble avec Katumbi. Kabila est en face. Donc, lui, en face de lui, il voit ces nombres importants d'ennemis, alors que dans son propre camp, Tshisekedi regarde et c'est vide. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça qu'en théâtralisant et en politisant la justice, ils ont vite décidé d'aller chercher Vital Kamerhe. Ils ont pris Vital Kamerhe, on l'a sorti de la prison, pour que M. Kamerhe vienne un peu jouer le rôle des pompes politiques en tentant un peu de négocier pendant ces moments difficiles. Parce que là, nous sommes en 2022. N'oubliez pas que nous aurons des élections en 2023. Mais tout porte à croire que Tshisekedi ne va pas organiser ces élections-là. Le président de la CENI vous a dit qu'il a des problèmes d'argent. Quand vous regardez même le chronogramme et le calendrier des actions importantes que Kadima, qui a été mis là dans des situations compliquées, avait élaboré,
nous sommes déjà en retard pour l'organisation des élections. Tout porte à croire que Tshisekedi sera dans l'impossibilité de nous offrir des élections en 2023. Peut-être c'est aussi voulu, c'est préparé par lui-même. C'est d'ailleurs pour ça que certains Congolais estiment que la guerre de l'Est et de la République est une combine entre Tshisekedi et Kagame. Moi, je n'entre pas sur ce terrain-là. Je ne crois pas, je ne sais pas. Je ne veux pas dire que je ne crois pas, je ne vais pas dire non plus que je crois, mais je suis en train de relayer les avis de certains Congolais. Donc, M. Tshisekedi, à la veille des grands enjeux, il se retrouve en face de lui sans aucun allié. Il a détruit ses alliances avec tout le monde. Et il est dans la peau d'un homme à qui on ne peut pas faire confiance. Le petit moment de sa conduite des affaires de l'État a laissé entrevoir un allié infidèle qui ne respecte pas ses engagements, qui n'assume rien. Le problème, c'est avec le régime, l'enfer, c'est l'autre. C'est Kabila qui bloque, c'est Katumbi qui recrute les journalistes pour m'insulter. C'est Kamere. Tout c'est l'autre. Le régime n'assume rien. Donc il y a une sorte de méfiance de la classe politique, des ténors et des majors de la classe politique à l'endroit de M. Tshisekedi. Ce qui est d'ailleurs normal parce que sa marche et sa gestion de la République a démontré que politiquement, on ne pouvait plus lui faire confiance. C'est un allié qui ne respecte rien. Alors, se retrouvant dans cette situation-là, il a vite recouru à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe sort, c'est aussi ce qui explique un peu, à mon point de vue, son triomphalisme. Parce que là, Vital sort dans la peau d'un homme fort. Il sort dans la peau d'un ranger, de quelqu'un qui vient sauver une situation qui est déjà catastrophique. De quelqu'un qui vient comme un sapeur-pompier parce que la maison a déjà pris feu. Donc, sachant déjà, peut-être qu'ils ne vont pas organiser les élections en 2023, ça sera un miracle. Ça sera vraiment un miracle que nous ayons des élections en 2023. Il faut alors négocier les manœuvres pour ne pas avoir les élections en 2023. Il faut convaincre les gens, il faut ouvrir les portes, il faut. Et M. Tshisekedi lui-même n'a plus un instrument autour de lui, capable de fédérer les hommes politiques, capable de... Beya est en prison, Katumbi n'est plus en odeur de cet été avec lui, Kamerhe était en prison. Du coup, il se retrouve avec la clique des jouisseurs et des chécouleurs qu'il a recrutés en Europe, pour la plupart, qui n'ont aucune expérience, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, mais qui du jour au lendemain sont bombardés aux commandes des affaires de l'État et qui ont du mal. Et là, il s'est rendu compte de l'obligation d'aller chercher M. Kamerhe. Donc Kamerhe vient dans la peau de l'homme fort. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous regardez son interview, il s'affirme, il dit « Je suis venu, nous avons parlé de ceci, Kamerhe sait qu'il est dans la peau des sauveurs. » Mais quel est le rôle que M. Kamerhe va jouer? Il y a deux possibilités. La première possibilité, certains voient Kamerhe à la primature. J'ai vu que certaines personnes se préparent et disent non, on a décidé de donner à Vital Kamerhe la primature. Je vais parler des avantages de la primature et des désavantages que Kamerhe reçoit à la primature. Kamerhe à la primature, à l'heure où nous parlons, ça va être très compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Parce que de un, Kamerhe est de l'Est de la République. C'est un Mouchi de la province du Sud Kivu. Je crois que sa province, c'est son territoire. Kamerhe est de quel territoire? Attends, je vais me souvenir, ça va revenir. Ça va revenir. Et nommer Kamerhe à la primature, c'est impossible parce que vous avez un autre Mouchi du même territoire que Vital Kamerhe qui, lui, est président du Sénat. Et lui s'appelle Modeste Bahati Lukwebo. On ne peut pas, en termes de géostratégie, en termes de géopolitique, donner la conduite des deux importantes institutions de la République aux Congolais issus de la même région. Ça ne s'est jamais fait. Et les politiques et les Congolais n'accepteront pas ça. Donc, vous avez un Premier ministre, Mouchi, qui est Mouchi, du Sud Kivu, et vous avez un président du Sénat, Mouchi, du Sud Kivu, du même territoire que le Premier ministre. Non. Le Congo a plusieurs ethnies. On parle des 450 ethnies, même si aujourd'hui on a l'impression que
la politique est tribalisée. L'UDPS ne place que les Congolais d'une certaine provenance. Mais ça ne passera pas au sein de l'opinion. Donc, le fait que Bahati soit président du Sénat pose un sérieux problème pour la présence de Vital Kamerhe à la primature. Qu'est-ce qu'il faut? Stratégiquement, si Kamerhe lorgne sur la primature, il va d'abord par commencer à déboulonner Bahati du Sénat. Du coup, ces deux hommes qui ne se sont jamais aimés, parce qu'entre eux, ils font semblant, Bahati et Kamerhe, ce ne sont pas les grands amis, ce ne sont pas les grands frères, ils se retrouvent encore au cœur d'un jeu politique basé essentiellement sur les intérêts. Kamerhe doit se payer la peau des Bahati pour assouvir ses ambitions de la primature. Et je vous dis la vérité, les informations à ma possession indiquent que des grandes manœuvres politiques, des déstabilisations s'organisent déjà entre les deux. Je vous ai parlé des images où on a dit que Bahati a recruté quelqu'un pour aller attaquer Vital Kamerhe. Et dans les jours qui arrivent, vous ne serez pas surpris de voir que ça brûle au Sénat, où les sénateurs vont commencer à faire des motions contre Bahati Lukwebo. Quand on sait qu'au Sénat aussi, Bahati, sa gestion du Sénat ne fait pas l'unanimité. Il y a beaucoup de frustrés, beaucoup de personnes qui étaient contents de faire partie Alexis Thambwe Mwamba et qui ont vu en Bahati une autre gouvernance, mais qui sont déçus. Les sénateurs qui sont nombreux, qui sont déçus par la gestion du Sénat, par le président Bahati Lukwebo. Ce qui fait que Vital Kamerhe, si vraiment il veut lorgner sur la primature, il peut surfer sur cette vague de frustrés pour faire sauter Bahati Lukwebo. Et là, je vous dis la vérité que les deux se livrent déjà une bataille terrible. J'ai même appris que certaines batailles communicationnelles se livrent entre journalistes interposés. Tel a fait ceci, tel a fait cela. Donc c'est des bonnes guerres pour des questions de positionnement et d'intérêt. Premier obstacle pour Vital Kamerhe. Deuxième obstacle pour Vital Kamerhe à la primature, ça va être la clique des incompétents, des chèques-couleurs, des jouisseurs qui entourent la présidence de la République et M. Tshisekedi. Parce que Kamerhe, c'est un homme qui a une certaine aura. Kamerhe ne pourra jamais accepter d'être un premier ministre figurant comme Sama Lukonde. Sama Lukonde est un premier ministre protocolaire. Il ne contrôle rien, il ne maîtrise rien. Après l'aventure des... Comment il s'appelle le vieux qui était là? Ilunga Ilunkamba. Tshisekedi avait besoin d'un premier ministre qui ne lui fasse pas ombrage. C'est comme ça qu'il est allé négocier avec Dani Banza, qui lui a amené Sama Lukonde une sorte de béni oui-oui. Sama Lukonde, c'est un premier ministre protocolaire, un premier ministre de façade. La preuve, elle est là. Aujourd'hui, des grands projets sont menés par la présidence de la République. Vous avez vu les scandales au Kasaï, où les conseillers du président de la République, loin des ministres sectoriels, vont prendre de l'argent au FPI à tel endroit ou à tel endroit. Vous avez les directeurs des cabinets qui décident parfois d'attribuer des marchés, d'apposer sa signature sur des protocoles et sur des contrats. Ce qui est inacceptable. Mais ils profitent de ça à cause justement de la faiblesse de M. Sama Lukonde. Sama Lukonde est là, protocolairement. Mais c'est un homme qui ne maîtrise rien. Tout s'est fait à la présidence de la République. Tshisekedi avait besoin d'un homme faible et Dani Banza est venu lui présenter la faiblesse dans son expression la plus éloquente qui s'appelle Sama Lukonde. Mais Vital Kamerhe, lui, n'acceptera pas de jouer ce rôle-là. Vital Kamerhe s'est rompu du jeu politique, de la scène politique. Et il a aussi une revanche à prendre sur les détracteurs, les chèques-couleurs qui entourent M. Tshisekedi, qui pour la plupart étaient venus témoigner contre lui, étaient aussi, entre guillemets, dans le complot pour se payer sa tête. Vital Kamerhe à la primature, il n'acceptera jamais d'être un premier ministre protocolaire. Donc, Kamerhe à la primature, c'est aussi un conflit qui, à ce moment-là, sera ouvert. Parce que Kamerhe ne recevra pas à la primature les ordres d'un Biselele, par exemple. D'un Tompin Kabongo ou d'un Jiseka Kabongo. Non, non. Kamerhe ne recevra pas ce genre d'instructions. Mais Lukonde, lui, il peut. Parce que c'est un homme qui n'est pas à sa place, qui est là protocolairement. Donc,
Vital Kamerhe à la primature, il se posera un problème de coordination. Il se posera un problème de conflit. Tshisekedi, qui lui veut être à la fois président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, va se retrouver dans une situation de conflit qu'il doit gérer. Et lui et ses hommes, parce que Kamerhe voudra jouer le rôle de Premier ministre. Et, croyez-moi, il y aura un petit problème là-dessus. Ces deux obstacles-là, à mon point de vue, peuvent mettre Kamerhe un peu mal à l'aise. Et Tshisekedi mal à l'aise. Un autre problème de Kamerhe à la primature, c'est que ceux qui sont avec Tshisekedi risquent de voir ça d'un mauvais œil, parce que beaucoup doutent toujours de la loyauté de M. Kamerhe autour de M. Tshisekedi. Si Tshisekedi a décidé d'aller reprendre Vital Kamerhe, ce n'est pas par amour. Non, pas du tout. C'est par nécessité. Politiquement, Tshisekedi est bloqué. Tshisekedi est bloqué. La nécessité politique l'a donc amené à se dire, nous sommes bloqués, nous avons besoin de l'intervention de quelqu'un et on est allé chercher Vital Kamerhe. Non pas parce qu'on l'aime. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Donc, certaines personnes autour de Tshisekedi peuvent supposer que Kamerhe à la primature, ça veut dire que donner à un futur adversaire, un homme sur qui on n'est pas trop sûr de sa loyauté aveugle, vous allez lui donner la primature, ça veut dire que vous allez lui donner de l'argent, vous allez lui donner des moyens. Ça risque de poser énormément aussi de problèmes. Et là, j'ai vraiment comme l'impression que Tshisekedi est écartelé entre les pour, les contre. Je ne sais pas quel est le rôle. Moi, je suis en train de mettre les éléments sur la table. Je suis en train de réfléchir à haute voix. Ce sont quelques éléments qui risquent quand même de poser problème pour voir Vital Kamerhe à la primature de la République. Et puis. Non, ça, j'en parlerai de l'autre côté. Un autre rôle, à part la primature, que Vital Kamerhe peut jouer, c'est le rôle de l'organisation de la famille politique de M. Tshisekedi. Vous savez qu'à l'heure où nous parlons, l'Union sacrée est un monstre à plusieurs têtes qui n'a ni direction, ni ligne, ni... L'Union sacrée est un fourre-tout qui n'a pas de vision, qui n'a pas de charte, qui n'a rien. À l'image du régime et du pouvoir de M. Tshisekedi, sa famille politique était du n'importe quoi. La seule personne qui donnait l'impression de contrôler un peu les choses, c'était Jean-Marc Kabound. Lorsqu'on a décapité Kabound, on a vraiment déraciné Kabound, l'Union sacrée est aujourd'hui une affaire sans tête ni queue. Je vois Mosso en train de se battre avec Bahati Lukwebo pour récupérer la tête de l'Union sacrée. Mais là, le problème, c'est simple. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas de ligne, ils n'ont pas d'idéal, ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas de loyauté. Ils les font pour leurs propres intérêts. C'est là que le président Tshisekedi fait des erreurs graves. C'est vraiment là que le président Tshisekedi fait des erreurs graves. Ces hommes qui sont avec lui, ce sont des gens qui ont travaillé avec Kabila, qui ont travaillé avec Mobutu, qui à la première occasion, pour leurs propres intérêts, n'ont pas hésité à quitter Kabila, à quitter tel. Et rien ne rassure M. Tshisekedi que ces ténors de l'Union sacrée lui feront preuve d'une certaine loyauté. Le désordre qu'il organise, qu'il laisse faire autour de lui dans l'Union sacrée, finira, qu'il le veuille ou pas, par l'emporter. Parce que là, vous avez un groupe qui n'est pas homogène, qui n'a pas de direction, qui n'a pas de tête, où les intérêts des uns et des autres s'entrechoquent. Vital Kamerhe peut donc jouer le rôle politique de pouvoir organiser tout ça. Là aussi, je pense que c'est une tâche qui sera tellement difficile pour Vital Kamerhe, mais lui, comme politique, je crois qu'il peut le réussir. C'est un fin politique, Vital Kamerhe, un fin négociateur, un diplomate, il sait vraiment jouer la politique. C'est un rompu du jeu politique, il peut réussir ce rôle-là. Mais il les réussira aussi sur base de,
Qu'est-ce que Tshisekedi lui donne en échange? Là aussi, c'est un problème. Parce que n'oublions quand même pas que Vital Kamerhe a été humilié. Sa femme est venue se présenter. Nous avons su qu'il avait des maisons, de ceci. Les enfants exposés dans cette théâtralisation. Vous pensez vraiment qu'en tant qu'homme, Kamerhe revient, il oublie tout, il pardonne tout à Tshisekedi? Non, non, moi je ne crois pas une seule seconde. Vital Kamerhe, avec la marche du temps, l'amateurisme qui entoure le régime et la présidence de la République, quand il aura l'occasion de se venger sur M. Tshisekedi, croyez-moi, Kamerhe le fera. Moi, je ne vois pas Vital Kamerhe laisser passer une telle humiliation où femme a été exposée, enfant a été exposé. Donc, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit il prend la primature, soit il prend l'organisation de politique de M. Tshisekedi. Mais là, il faut que Tshisekedi garantisse. Quelles sont les garanties que Vital Kamerhe aura pour se jeter dans l'eau et aller organiser une histoire aussi désordonnée et désorganisée que l'Union sacrée? Je ne sais pas. Quelles sont les promesses qui ont été faites? Quelles sont les promesses qui ont été faites? Et puis même si Kamerhe est arrivé à la tête de l'Union sacrée, il va être compliqué parce que Tshisekedi a tellement laissé les désordres s'ancrer. Un homme comme Mbosso, qui est au soir de sa vie, il reçoit la chance d'être président de l'Assemblée nationale, à Tchebayumbo Namutu, à Zongi Jeune, à Komina Bongo, à Komotambo, à cortège. Aujourd'hui, il a l'impression que c'est lui le mola de l'Union sacrée. Un homme comme Bahati, qui n'a jamais eu de rapport de confiance, de fraternité avec Vital Kamerhe. Il va vous dire que j'ai mon AFDC, qu'il y a plusieurs députés, je suis une force importante. Est-ce qu'il va s'aligner derrière Kamerhe rapidement? Jean-Pierre Bemba, dont on ne connaît ni la tête ni la queue, qu'est-ce qu'il veut exactement? On sait que lui, son problème, c'était d'abord de se référer à une santé financière. Afandine Ekimia, il venait d'avoir un procès ici, où Tshisekedi a ordonné qu'on lui donne 21 millions de dollars dans une vieille histoire. La République a été condamnée parce qu'il fallait trouver un moyen de donner une petite santé financière à Jean-Pierre Bemba. Après les 10 ans de prison, l'homme est sorti. Et il a certainement négocié. Son problème aujourd'hui, c'est l'argent, parce que financièrement, il est compliqué. Et il venait d'obtenir une condamnation dans une vieille histoire, une manœuvre politique. On a amené la justice à condamner la République, à verser plus de 20 millions de dollars à Jean-Pierre Bemba dans une vieille histoire d'avions, tout ça, tout ça. En fait, c'était une manœuvre. Tu as besoin d'argent, tu es fauché, tu me soutiens, je te donne l'argent. Ça, c'est Tshisekedi qui a manigancé. Lui, on ne sait pas clairement dans quel rôle il va jouer. Voilà un peu dans cet imbroglio politique dans lequel nous sommes. On est là, dans cet imbroglio, Vital Kamerhe, tout est un peu compliqué là-bas. Mais le malheur dans ça, les amis, c'est que tous ces hommes ont un problème. Le problème, c'est le manque du charisme, de la tête, manque de leadership. En 4 ans, le pouvoir Tshisekedi et lui-même le président de la République n'a pas réussi à apprendre le métier du président de la République. Il a passé tout son temps à jouir, à voyager, au lieu de s'asseoir et de comprendre quelles sont les arcanes du pouvoir. Ils ne se sont pas donné la possibilité de rester et d'apprendre le métier du président de la République et de comprendre les arcanes du pouvoir. Il n'est pas à l'abri des mauvais coups. Il n'est pas à l'abri des mauvais coups. Et je ne vois pas un homme fort politiquement, ceci, autour de lui. Cet imbroglio, mon malheur est que ça ne va pas profiter à la République. Parce que les récompositions, les calculs politiques qui sont en train de se faire à l'heure où nous parlons, les gens le font sur base de leurs propres intérêts et sur base de leur positionnement. Ce n'est pas un problème de la République. Ils n'ont pas de vision pour le pays. Ils n'ont pas de plan pour le pays. Ils ne parlent pas relance économique. Ils ne parlent pas relance politique. Réforme de l'armée, réforme de l'enseignement. Non! C'est une bande de jouisseurs qui n'ont aucun idéal. Et ils se recomposent en se donnant des coups pour leurs propres intérêts. Et le malheur dans cette situation, c'est que le leadership est faible. Le leadership est incarné par un homme qui n'est pas à sa place, qui n'a pas des épaules suffisamment larges pour porter la veste de ses fonctions. Et tous les désordres, toutes les manœuvres politiques qui se font là, la conséquence, c'est que c'est vous, Congolais, qui allez payer ça. Parce qu'ils vont faire des combines pour gagner encore de l'argent.
Ils vont faire des combines pour se retrouver dans des postes et dans des fonctions. L'objectif ici, c'est de ne pas se retrouver, créer une sorte d'homogénéité autour d'un idéal, autour d'un plan, autour d'une vision. Ils n'en ont pas. Le pouvoir Tshisekedi n'a aucun idéal. Le pouvoir Tshisekedi n'a pas de vision. Je lance un défi. 4 ans après son arrivée au pouvoir, on s'est effectivement rendu compte que c'était une grosse erreur pour la République. Et tout ce que je suis en train de développer là, la conséquence est que le Congolais va encore en souffrir. On a perdu 5 ans de notre vie avec le régime. Si par malheur, nous arrivons qu'il puisse tricher, parce que je ne vois pas par quelle magie l'Union sacrée et son président ou son autorité morale pourra avoir un autre mandat, mais ils ont aujourd'hui l'appareil de l'État qu'ils sont en train d'utiliser comme un Nintendo, comme un jeu. Ils pensent que la gestion de la République est un jeu. Ils sont en train de s'amuser avec la gestion de la République. Si par malheur, il arrivait à avoir un autre mandat, ça va encore être la catastrophe. Donc toutes les manœuvres que j'explique ici, Kamere, Bahati, Mbosso, tout ce monde-là, le vrai problème et mon souci, c'est que tout cet attelage-là ne s'articule pas autour du bien-être du peuple. Et ça, c'est la faute à la tête. Parce qu'il n'a pas fixé des lignes. Parce qu'il n'a pas défini la politique. Parce qu'il n'a pas donné de vision. On ne sait pas où nous sommes, où nous allons. On ne sait pas quoi leur vision. Et on laisse les gens comme ça, chacun avec ses ambitions, chacun avec ses intérêts. Ils viennent pour leur propre positionnement. Et vous, les Congolais, ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas leur affaire. Je vais conclure mon émission. Je suis à quoi? Mr. Jason. 1 hour? What? Okay, 52. Okay. Okay, excuse me. I have to finish now. J'ai fait 52 minutes pour une émission de 30 minutes, 35. Je dois finir. Ma conclusion est celle-ci, Congolais. Partout où vous êtes, on ne peut pas se mettre à l'écart de la politique, de la gestion et de la conduite des affaires de l'État. Parce qu'au finish, c'est notre pays. Au finish, c'est notre pays. Moi, si vous voulez avoir mon point de vue, j'appelle les Congolais à la vigilance et à l'exigence. J'ai toujours été en totale contradiction avec M. Bolodja quand il évoquait notamment l'article 64. Quand il dit qu'il faut une sorte de révolution. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis pour une révolution qui chasse Tshisekedi et les autres du pouvoir, mais je ne vois plus ça d'un mauvais œil. Non, je ne vois plus ça d'un mauvais œil. Parce que je ne crois pas que Tshisekedi va organiser des élections en 2023. Et s'il organisait les élections en 2023, est-ce qu'il va accepter sa défaite parce que Tshisekedi ne passera pas? Non, non, non. Je ne vois pas Tshisekedi. Je ne le vois même pas prendre 10%. Non. Non, non, non. C'est impossible, c'est impossible. Mais comme il a l'appareil de l'État, on peut lui dire de faire tel. Donc, je disais que par rapport à Bolodja qui parle tout le temps de l'article 64, c'est-à-dire une révolution, moi, au départ, je l'ai jamais soutenu. Mais avec l'évolution du temps, je ne vois plus ça d'un mauvais œil. Parce que je reste convaincu au plus profond de moi. Et quand vous regardez la manière dont les choses se passent dans le pays, que ce pouvoir nous met nous tous en danger. Ce pouvoir nous met vraiment en danger. Chaque seconde qu'il passe à la tête du pays désarticule les fonctionnements de l'État. Nous place devant des risques énormes d'implosion parce qu'ils n'ont pas de maîtrise de la gestion et de la conduite des affaires de l'État. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de compétences pour occuper des postes qu'ils sont en train d'occuper là. Et chaque seconde que nous passons avec eux à la tête du pays nous insécurise. Moi, je ne verrai pas d'un mauvais œil que le Congolais se lève, impose la ligne et le tempo à leurs dirigeants. Parce que si vous comptez sur ces gens qui placent leurs propres intérêts, leur positionnement en avant des intérêts des Congolais et de nous tous, le pays ne marchera jamais. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. J'ai été heureux de vous présenter cette émission, les amis. Je vous retrouve demain. J'espère que vous serez là. Demain, c'est vendredi, je crois. Yes, demain, c'est vendredi. Vous serez là pour nous soutenir, pour nous rendre
pour nous envoyer des ondes positives. Demain, je vais voir. On va peut-être aborder la question de François Bayrou, un autre sujet d'actualité. J'en ai en train de réfléchir, mais avant de finir totalement, laissez-moi une fois de plus. J'ai lu ce matin encore l'argent qui est sorti pour les concerts de Wenge. Ça m'a vraiment énervé. Nous n'avons pas l'électricité, la régie des eaux manque des intrants. On sort 580 000 $ américains. 580 000 $ américains pour financer les concerts de Wenge. Ce qui est pire, les amis, c'est que l'argent est sorti 2 jours après les concerts. Donc ils ont libellé la demande des fonds soutien au concert de Wenge Musica. Mais le concert s'est joué le 30 juin. L'argent est sorti le 2 juillet. Même les comptables et la banque, je ne sais pas moi, qui sortaient l'argent. Vous avez une note libellée soutien. Mais le concert était déjà passé. Non, mais parce que là, c'est un problème de combine. Le connaissez Kota qui est Bimakaka. 580, on a eu du mois 10, du mois 20, du mois boy. Voilà l'image des autorités que nous avons au pays. Comment vous pouvez expliquer qu'on nous dise que Wenge va jouer un concert caritatif et que 40% des recettes seront envoyées au FARDC? Un gros mensonge. Parce que depuis qu'ils ont joué, nous sommes aujourd'hui les 14, ça fait quoi? Ça fait 15 jours, plus de 2 semaines. Ils ne nous ont pas dit les recettes étaient de combien. Est-ce qu'ils ont déjà retiré les 40% qu'ils avaient promis à nos FARDC? Ils ne l'ont pas fait. Mais après, nous découvrons qu'en réalité, ce n'était pas un concert caritatif, mais c'était plutôt une affaire financée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Je veux bien qu'on aime la jouissance, que la dignité des fonctions que vous avez ne représente rien, que vous ne soyez pas à la hauteur des fonctions que vous assumez. Mais il y a quand même une sorte de rationalité qui doit exister quand on est physiquement et intellectuellement bien constitué. Un pays en guerre qui a des problèmes. Nous vivons une implosion d'inflation. Les Congolais ont du mal à nouer les 2 bouts du mois. Les Congolais ont du mal à s'acheter un pain. Mais ils voient leurs autorités, leur gouvernement sortir 580 000 $ américains pour aller jouir et festoyer avec le Wenge Musica. Alors que Wenge nous a présenté ici un certain Amadou Djabi, si c'est Amadou Djabi, comme un grand producteur, comme c'est lui qui prend en charge la production. Et aujourd'hui, ils sont confondus parce que nous avons les preuves que c'est le gouvernement, que c'est l'argent du trésor public qui a financé ces concerts-là. C'est ahurissant, les amis. C'est ahurissant. Les jouisseurs qui sont au pouvoir. Des gens qui ont fait de la jouissance, du détournement, du plaisir, du vol, leur système de jeu au pouvoir. Du vol, leur système de jeu au pouvoir. C'est ahurissant. Et si par malheur, je parle bien de malheur, ou par malédiction, ces gens s'organisent pour tricher encore aux élections de 2023, qui deviennent de plus en plus dubitatives, pour revenir 5 ans encore, on va prendre le pays, on va l'enterrer, on va tous nous enterrer. Parce que les dégâts qu'ils ont faits, les insuffisances qu'ils ont démontrées pendant ce mandat ici, s'ils doivent encore en avoir un autre, alors là, ça va être la catastrophe. Ça va être une sorte de tsunami, et on va perdre ce pays-là parce que ça va être terrible. Et moi, je leur demande de faire comme François Hollande. Vous arrivez pour la jouissance, pour le tourisme d'État, pour l'enrichissement, vous vous êtes enrichi, vous avez assouvi votre soif pour le tourisme, plus de 200 voyages qui n'ont rien à rapporter à la République. Vous avez joui chaque week-end dans les mariages, chaque week-end dans le ceci, vous avez dansé, vous avez même financé les concerts de musiciens. Laissez-nous tranquilles et laissez notre pays en paix. Que Dieu nous donne la possibilité de trouver une autre personne qui a un idéal, qui a un dépassement, un abandon de soi pour ce pays, parce que vous avez vraiment montré vos limites et vous nous avez montré qu'on ne peut pas compter sur vous. Allez, on va finir par là, les amis. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. N'oubliez pas,
likez nos vidéos, abonnez-vous et partagez. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.